Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la troisième vidéo de notre série Introduction sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on va entamer le cours sur le deep learning. Donc, on va d'abord donner une définition du deep learning, donc de manière générale. Le deep learning peut être défini comme une sous-branche du machine learning qui se concentre sur l'utilisation des neurones artificiels pour apprendre des représentations complexes à partir de données. Donc là, on est en train vraiment de parler de neurones, mais artificiels. Donc les neurones artificiels s'inspirent de neurones biologiques en reproduisant leur fonctionnement. C'est-à-dire, les neurones artificiels reçoivent des signaux, donc les pondèrent, les activent et les transmettent en réseau pour apprendre des patterns complexes comme le fait le cerveau humain. Donc on va essayer de voir un peu la similarité entre neurones artificiels et neurones biologiques. Prenons cet exemple. Donc là, on a deux schémas, la figure à gauche et à droite. Donc à gauche, on a le neurone biologique et à droite, on a le neurone artificiel. Donc si vous regardez bien sur le neurone biologique, on a des dendrites. Donc les dendrites, en fait, vont servir comme des entrées du neurone. Donc les dendrites reçoivent de l'information. Donc l'information peut provenir de d'autres neurones ou bien des organes des sens. Donc comme la peau, la langue, etc. Donc, ces dendrites reçoivent de l'information, passent l'information au corps cellulaire qui est composé de noyaux ici, donc qui effectue un ensemble de traitements. Donc, après ce traitement, cette information va être véhiculée via les axones pour le passer aux autres neurones ou bien aux organes de sens encore. Donc, là, on peut noter un peu cette similarité si on prend l'exemple à droite. Donc les neurones artificiels qui reçoivent aussi des entrées, donc x1 jusqu'à xn, comme avec les dendrites. Et ces entrées, en fait, vont être pondérées, donc avec les W qui représentent les poids ou bien des paramètres du réseau. Donc on va parler ici de paramètres ou bien de poids, donc du neurone pour le moment, on ne parle pas de réseau. Et il y aura une somme qui va être appliquée, donc vu qu'on a fait une pondération, donc il y aura le W de chaque x va être, on va faire une multiplication entre les deux et puis on va faire la somme de l'ensemble et puis une fonction d'activation va être utilisée et après cette fonction d'activation il y a bien sûr la sortie correspondante. Donc on a un peu cette même approche, donc entrée, ici aussi on a l'entrée avec les dendrites, un ensemble de transformations sur le corps cellulaire, on a la même chose ici, donc un ensemble de transformations et après la sortie sur l'axione et là aussi on peut le voir, on a aussi la sortie. Donc on peut voir aussi l'aspect apprentissage, c'est-à-dire de ces neurones, comment les neurones biologiques font l'apprentissage. Donc ici, si vous regardez bien, on a deux neurones, donc ce qu'on a mentionné ici par cellules présynaptiques et cellules postsynaptiques. Voilà. Donc là, on a le premier neurone, donc on a l'axione et après on a les synapses. Donc les synapses en fait vont servir de quoi? Donc c'est les connexions entre neurones qui sont représentées ici avec le carré noir là. Donc cette connexion en fait va se renforcer s'il y a nécessité que le neurone d'avant passe de l'information au neurone d'après. Donc ça va dépendre vraiment du contexte ou bien de l'information reçue par les neurones. Donc si l'information contient certains détails de telle sorte que ces deux neurones doivent avoir une forte connexion pour traiter cette information, donc cette interaction va se renforcer. Donc c'est un peu ça l'apprentissage entre ces deux et plus ça se renforce, les neurones vont essayer de bien véhiculer l'information et de les traiter. Donc si on prend les neurones artificiels, les neurones artificiels, ça peut être, c'est un peu après la même chose. Donc on a aussi une approche d'apprentissage, mais l'apprentissage se fait comment? Tout d'abord, le neurone artificiel reçoit de l'information, donc le traite avec l'aspect de pondération, voilà. Donc on pondère ici, on va rajouter ce qu'on appelle un biais. Et après ça, il y a un ensemble de traitements qui va être appliqué ici avec la fonction d'activation. Après ce traitement, il y a ce qu'on appelle le calcul de l'erreur. Donc l'erreur va être quoi? Supposons qu'on est en apprentissage supervisé. Donc j'avais dit qu'il y a des étiquettes. Donc ici, le neurone essaie de donner une sortie. Donc on va essayer de comparer la bonne sortie, c'est-à-dire l'étiquette de la donnée d'entrée et ce que le neurone a prédit.
Donc, on va comparer les deux pour voir est-ce qu'il y a un grand écart. Et à partir de cet écart, il y aura ce qu'on appelle la rétropropagation. Donc, l'information va être rétropropagée pour mettre à jour les poids de ce neurone. Donc, ça va être le W et le B pour qu'ils s'ajustent afin que l'information ou bien la sortie du neurone se rapproche le plus possible de la bonne ou bien de l'étiquette de l'élément d'entrée. On a aussi l'aspect de travail en réseau. Donc, les neurones biologiques travaillent en réseau. Donc, comme on peut le voir à gauche, donc il y a beaucoup d'interactions et suivant ces interactions, suivant que les neurones doivent travailler en groupe, il y aura un renforcement de l'interaction, donc avec les synapses ou pas. Donc là aussi, on a à peu près la même chose. Donc les neurones artificiels aussi sont interconnectés, donc travaillent aussi en groupe, ce qui permet d'avoir un apprentissage pour détecter des patterns complexes. Donc comme avec les neurones biologiques, où plus le renforcement est important, plus on va pouvoir traiter des informations qui sont complexes. Donc c'est un peu le parallélisme entre les deux, c'est-à-dire comment fonctionne le neurone biologique et la structure aussi comment dire, la structure du travail en réseau. Donc on a à peu près la même chose sur les neurones artificiels, mais aussi le travail en groupe pour former aussi des réseaux. Après avoir compris un peu ce parallélisme entre neurones biologiques et neurones artificiels, donc essayons de prendre un exemple pour mieux comprendre comment fonctionnent les neurones artificiels sur la classification d'images de chats et de chiens. Donc ici, pour cette tâche de classification, qu'est-ce qu'on va faire? On a un réseau de neurones, donc artificiel à gauche, donc dont l'objectif c'est de faire de la classification de chats et de chiens. Donc on va lui donner en entrée une image de chien ou bien de chat. Et à partir de cette image, le réseau doit être capable de nous dire si c'est un chien ou bien un chat. Donc ici, il faut comprendre que pour chaque neurone qui est représenté par le rond là, donc c'est représenté par les ronds, donc il y a un ensemble de traitements qui va être appliqué. Donc j'avais parlé tout à l'heure de poids. Donc les poids, c'est ce qu'on ajuste en fait durant le processus d'apprentissage d'un neurone. Donc quand on parle d'apprentissage d'un neurone, il suffit juste d'ajuster en fait ces poids. Donc, ils sont représentés ici par les W1 jusqu'à W3. Donc, sur chaque liaison que vous voyez avec les flèches, il y a un poids qui sera appliqué. Et le poids, donc si vous regardez, il y a somme des I, WI, XI plus B. Donc, B qui représente ici le biais. Donc, chaque W, on va le multiplier avec le XI correspondant. Et après, on fait la somme. Et puis, on applique ce qu'on appelle une fonction d'activation. Et puis, il y a la sortie pour le donner au neurone suivant, ou bien si c'est la sortie finale, on donne la sortie finale. Donc ça, c'est la première étape. Donc pour faire cet apprentissage, il y aura deux étapes. Il y aura ce qu'on appelle le feedward, donc la propagation avant, et ce qu'on appelle le backward, la propagation arrière. Donc pour la propagation avant, on va donner un ensemble d'images qui sont étiquetées, parce que là, on est en train de parler d'apprentissage supervisé. Donc, on donne des images de chats et de chiens. À chaque fois, on dit que c'est un chat, c'est un chien, etc. Donc, ça, c'est la propagation avant. Supposons qu'on lui donne une image de chien. Là, le neurone va prendre ça comme entrée, le réseau de neurones, autant pour moi. Et après, un ensemble de traitements va être appliqué, puis passer l'information à ce qu'on appelle le hidden layer. Donc, c'est la deuxième couche de notre réseau de neurones. Comme vous pouvez le voir ici. Donc, c'est la deuxième couche, le hidden. Donc, qui va traiter l'information, et voilà ce qu'il nous donne comme information, donc qui représente un peu des patterns intéressants pour savoir si c'est un chien ou pas. Donc après le traitement du hidden, le hidden va donner ce qu'il a vu à l'output, donc l'output qui essaie de dire c'est un chat ou bien c'est un chien. Donc ici l'output nous dit, donc il y a deux neurones d'output, donc il y aura deux probabilités qui vont être proposées. La première probabilité, c'est 0.9 pour nous dire que c'est un chien, donc dog. Et la deuxième probabilité, c'est 0.1 pour nous dire que c'est un chat. Donc là, on va prendre la plus grande probabilité. Et qu'est-ce qu'on a fait pour avoir des probabilités? Parce que de base, il nous sort des logites. On va tout simplement convertir les logites en des probabilités en utilisant ce qu'on appelle une fonction softmax. Donc dans d'autres cas aussi, on peut utiliser des fonctions comme sigmoid, par exemple, pour transformer les logites en probabilités. Donc, après cette prédiction du réseau, il y aura ce qu'on appelle l'erreur qui va être calculée.
Donc l'erreur ici, vu qu'on fait de la classification, donc la cross-entropie peut être intéressante. Donc là, je donne un peu la formule de la cross-entropie, mais pour cette vidéo, je ne sais pas de trop détailler, je donne juste quelques informations. C'est ça la formule de la cross-entropie, donc ça s'appuie sur le logarithme, donc l'opposé du logarithme. Donc là, on peut voir à droite donc, la courbe du log qui est croissante et la courbe du moins log qui est décroissante. Donc plus le fs est grand, donc c'est une probabilité, plus on va avoir le moins log qui va être faible. Donc là, on est en train d'augmenter la chance que ce soit un chien et on va diminuer en même temps l'erreur parce qu'on a dit que le modèle a donné une bonne prédiction. Donc là, après, il y a des algorithmes de descente de gradient qui vont aussi être utilisés, qui sont basés sur la dérivée, parce que la dérivée, en fait, nous donne des informations sur la variation de la fonction. Donc la dérivée positive, la fonction elle est croissante, la dérivée négative, la fonction elle est décroissante. Donc si on prend la dérivée, donc le gradient c'est une extension de la dérivée sur plusieurs dimensions. Si on le prend, on va avoir le sens en fait de la variation de notre fonction coût et savoir comment, dans quel sens il faut ajuster les paramètres, donc les poids, les W dont on parlait. Donc là, on va appliquer par exemple des algorithmes comme le SGD, il y en a plusieurs. Donc, pour mettre à jour les poids du réseau. Donc, on a plusieurs types de réseaux de neurones. Donc, on a les réseaux de neurones perceptrons multicouches, donc avec des couches qui sont entièrement connectées. On a les CNN, donc qui permettent de prendre en compte la structure spatiale, donc des données d'entrée, donc plus appliquées sur tout ce qui est images et vidéos. On a les réseaux de neurones séquentiels, donc qui prend l'aspect temps sur la représentation. On a aussi ce qu'on appelle les transformers. Donc les transformers sont plus utilisés aujourd'hui dans tout ce qui est LLM. Donc on voit les transformers qui sont derrière et qui implémentent un mécanisme qui s'appelle mécanisme d'attention qui permet au modèle de se concentrer plus sur l'information utile. Donc c'était ça le cours sur l'introduction sur le deep learning. Et on voit ici, on peut l'appliquer dans divers contextes. L'application elle est très large. À la prochaine séance, on va faire une application. Donc, on va utiliser ces méthodes dont on a vu. On va essayer d'utiliser un chatbot donc directement pour voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme résultat. Donc, la prochaine vidéo sera plus orientée sur l'application. Donc, on va travailler avec un chatbot sur des cas vraiment pratiques. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.